déjà fermés, a par ailleurs indiqué la commission indépendante électorale. Seuls restant ouverts ceux qui avaient dû décaler le début de leurs opérations, ceci en raison de problèmes techniques ou de matériel. La commission indépendante électorale a annoncé que 56,1% des 22,1 millions d'électeurs auraient voté à 16h heure locale et dans la soirée est donc appelé les Kenyans à la patience. L'exercice rigoureux de comptage et de vérification des transmissions des résultats sera terminé aussi vite que possible, a rassuré l'IEBC qui a par ailleurs jusqu'au 16 août 2022 pour annoncer les résultats. À présent, évoquons la situation sécuritaire du côté du Mali. Le pays est en proie à de nombreuses attaques terroristes depuis plusieurs mois déjà, mais fort heureusement, les unités de la FAMA, dans leur mission de protection de la population, sont donc toujours promptes à réagir. C'est du moins ce que nous dit Bégoudé dans cet élément. Selon l'état-major général des armées, au cours de violents combats dans la localité de Tessi, les forces armées maliennes ont fait preuve de professionnalisme en privilégiant et en priorisant la sécurité et la protection des populations. Le bilan provisoire est susceptible d'évoluer, publié le 8 août dernier, fait état de 7 morts, 7 motos détruites et un nombre incertain de morts et blessés emportés par les assaillants. 17 morts et 22 blessés, 9 soldats disparus, des FAMA, 4 civils tués et d'importants dégâts matériels, dont 3 véhicules détruits et dommages sur d'autres véhicules, installation des forces armées maliennes et habitation des civils. Les recherches et évaluations restent en cours. Quant aux opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les forces armées maliennes les 7 et 8 août, elles confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. L'armée a déploré les victimes civiles en dépit des efforts des unités et exprimé une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles et militaires tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés pris en charge. Cette attaque visant doublement les FAMA et les civils s'inscrit dans les modes d'action désespérés entrepris par les terroristes depuis quelque temps. L'état-major général des armées, lui, rassure les populations de l'engagement et de la détermination des forces armées maliennes à combattre les terroristes dans le parfait respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Eh bien, nous restons au Mali. La capacité de l'armée de l'air vient d'être renforcée. Ceci grâce aux nouvelles acquisitions d'avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25, des hélicoptères d'attaque de type M123P, entre autres. Ce matériel a officiellement été présenté le mardi 9 août 2022 pendant la cérémonie de remise officielle des matériaux. Ceci, c'est justement ce que nous dit un Guéné qui revient dans ce reportage. De l'état-major de l'armée de l'air, il s'agit d'un matériel de pointe qui va donner un coup d'accélérateur à la montée en puissance des forces armées maliennes. De plus, l'objectif des autorités de la transition est de refonder l'armée malienne pour être davantage professionnelle, bien équipée, bien entraînée et surtout dotée d'un bon moral, plus proche du peuple dont elle est l'issue et dominant l'espace des opérations suivant les règles d'engagement strictes. Sur la présentation du matériel, les aéronefs de combat reçus, parmi lesquels certains ont été montés en vol, constitués de Sukhoi Su-25, un chasseur bombardier spécialisé dans l'attaque au sol, capable de transporter des roquettes, des canons, des bombes et des missiles air-sol. Son efficacité n'est plus à démontrer, a expliqué le chef de l'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boy Diarra. Le général Diarra a précisé par ailleurs qu'en plus des Sukhoi Su-25, l'armée de l'air a aussi reçu les appareils L-39 Albatros, des avions d'attaque au sol plus légers, mais qui sont aussi capables d'embarquer un armement très significatif, notamment des canons, des roquettes, des bombes et des missiles. Ces appareils s'ajoutent à des hélicoptères d'attaque Mi-24 et des hélicoptères de transport Mi-8, en plus d'un Airbus Casa C-295. Tous ces appareils s'ajoutent à la flotte déjà existante et complétés par les radars de surveillance de l'espace aérien et des moyens de défense sol-air pour la protection de l'espace aérien.
À présent, parlons gouvernance du côté du Tchad. Le PCMT rencontre les forces de défense et de sécurité. Dès son retour à Dora, le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, a rencontré les forces de défense et de sécurité. Dans sa communication, le chef suprême des armées s'est focalisé sur les enjeux de ce rendez-vous et la participation des forces de défense et de sécurité à ce rendez-vous majeur. Kouetu revient pour plus de détails. Tenue du dialogue national inclusif, la mission est loin d'être terminée pour le chef de l'État. Pas avant le 20 août prochain. En illustration, à peine le sol de N'Djamena foulé, le général de corps d'armée a rencontré les forces de défense et de sécurité. Il faut davantage réexpliquer, instruire, forger une opinion commune. Tels sont les maîtres mots de cette rencontre avec les chefs militaires. Le chemin parcouru par la transition à travers la mise en place et le fonctionnement de tous les organes a été retracé par le chef de l'État. Un exercice qui lui a permis de s'attarder sur les réformes institutionnelles et structurelles opérées au sein de l'armée. Membre du Conseil militaire de transition, chef d'état-major général des armées, commandant des grandes formations militaires, premier responsable de différents corps de services de sécurité et officiers généraux, était face à leur chef suprême. Qui mieux que la Grande Muette est mieux placé pour cerner les enjeux de cette grande messe? L'armée, en plus de son rôle régalien, doit aussi se préparer à accompagner le pays à franchir une étape décisive de la transition, qui est le dialogue national inclusif. Exhorté par son chef suprême à tout mettre en œuvre pour une intégration réussie des combattants des nouveaux signataires de l'accord de Doha, l'armée est prévenue que le chantier est encore vaste. En plus de garantir la quiétude, la sécurité et défendre l'intégrité territoriale du pays, les forces de défense et de sécurité, à écouter le chef de l'État, doivent surtout signer une participation respectable et disciplinée au dialogue en apportant une contribution intellectuelle au débat. À elle revient la charge d'éclairer la lanterne des participants sur les questions purement militaires, recommande le président de la République. Merci Kouetu. Rendons-nous du côté de la République démocratique du Congo. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, s'est exprimé en ces termes. Tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale de leurs voisins. Le chef de la diplomatie américaine a commenté durant son séjour en République démocratique du Congo le différend qui oppose Kinshasa à Kigali lors de son passage dans la capitale le 9 août 2022. Kigali est accusé notamment par des experts de l'ONU de soutenir militairement le M23, groupe rebelle installé dans l'est de la République démocratique du Congo en lui fournissant des armes et des soldats. Au cours de ce déplacement, la question de la protection de l'environnement a aussi été évoquée. Précisons que les 10 et 11 août 2022, Anthony Blinken poursuit son déplacement africain au Rwanda. Il est donc prévu qu'il s'entretienne avec le président Paul Kagame, une première rencontre entre les deux hauts responsables qui pourrait être tendue alors que Kigali nie en bloc les accusations d'intervention militaire en République démocratique du Congo. Et puis du côté de la Guinée, le gouvernement Bissau de FNDC. Dans un communiqué daté du 8 août 2022, le gouvernement de la transition accuse donc le Front National pour la défense de la Constitution d'organiser des manifestations armées sur la voie publique. Moto revient pour plus de détails. Le gouvernement guinéen a annoncé mardi 9 août 2022 la dissolution du Front National pour la défense de la Constitution. Une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile. Le Front National pour la défense de la Constitution s'oppose depuis plusieurs mois au pouvoir de transition. Dans un communiqué daté du 8 août 2022, le pouvoir de transition accuse le FNDC d'organiser des manifestations armées sur la voie publique. Le communiqué a été publié alors que le mouvement de contestation venait d'annoncer de nouvelles manifestations, dénonçant le manque de réponse à ces demandes d'un dialogue crédible sur la transition vers un pouvoir civil. Des actions qui mettent en péril l'unité nationale. Le collectif du Front National pour la défense de la Constitution a appelé le lundi 8 août 2022 à de nouvelles manifestations contre le gouvernement de transition le 14 août à Bruxelles en Belgique
pour interpeller l'Union européenne et le 17 août sur toute l'étendue du territoire guinéen, mettant fin à une trêve, faute de réponse à ces demandes du dialogue crédible sur la transition vers un pouvoir civil. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre 2021 le président Alpha Condé à la tête du pays depuis 2010 à 2021, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. Une durée que les acteurs politiques en Guinée et les États ouest africains médiateurs veulent plus courte. Le 13 mai 2022, le gouvernement de transition a proclamé l'interdiction jusqu'aux périodes de campagne électorale de toute manifestation pendant les 3 ans de la transition. Dirigeons-nous à présent du côté du Gabon. Au Gabon, comme dans plusieurs autres pays pétroliers, le soutien aux produits pétroliers à la pompe vise donc à aider la population. Cependant, les subventions des carburants au Gabon prennent fin d'ici fin 2022, dans un contexte caractérisé par la flambée des coûts du pétrole brut à l'international. Koumabité revient pour plus de détails. Le Gabon, engagé dans un programme avec le Fonds monétaire international, doit assainir ses comptes publics, équilibrer ses finances et retrouver le chemin de la croissance par des recettes budgétaires conséquentes. Celles-ci, en dépit de la hausse des cours du brut, qui constitue la principale ressource d'exportation du pays, sont malheureusement grevées en raison des subventions des produits pétroliers. Du coup, le Fonds monétaire international sans langue de bois recommande aux autorités d'arrêter d'administrer les prix des carburants et d'afficher les prix officiels à la pompe. Pour l'année 2022 par exemple, la subvention du carburant, selon la loi des finances initiales, devait coûter près de 24 milliards de francs CFA à l'État. Le pays ayant maintenu inchangé le prix du litre du gasoil à la pompe à 585 francs CFA, alors qu'il devait coûter 800 francs CFA. Le prix du super, quant à lui, a été maintenu à 605 francs CFA au lieu de 760 francs CFA et celui du pétrole lampant à 450 francs CFA au lieu de 605 francs CFA. Face à la montée vertigineuse des coûts du brut, le gouvernement a revu ses ambitions de soutenir des prix à la pompe à 47 milliards de francs CFA par mois, ce qui est insoutenable du point de vue budgétaire, affirme le Fonds monétaire international, pour qui il n'est plus jamais nécessaire de supprimer progressivement les subventions du carburant et d'accompagner cette option par des mesures ciblées visant la protection des ménages fragiles. Le mécanisme d'ajustement des prix des carburants doit donc être rétabli par l'avis du Fonds monétaire international avec une répercussion intégrale sur l'ensemble des produits, à l'exception du butane et du pétrole lampant utilisés par les populations pauvres. Cela contribuera à limiter les subventions et à réduire le risque qu'elles profitent aux entreprises et aux ménages à revenus élevés. Le pays avait déjà décidé de sortir les industriels, les fonctionnaires de la présidence de la République et d'autres corps constitués du champ de la subvention des produits pétroliers en soumettant au prix réel. Vous suivez le 12h sur For You Télévision, vous faites bien. La seconde partie de ce bulletin d'information, c'est en langue anglaise avec vous, Jix Nabissé. Good day. Bon après-midi une fois de plus, Mbala. Good day once more, ladies and gentlemen. This is the second segment of this midday bilingual newscast over For You Television, where we kick off in West Africa with Mali, where the president of the transitional government, Colonel Assimi Goïta, on Tuesday, August 9, chaired the official handover ceremony of aircrafts and military equipment for the Malian armed forces. According to Malian authorities, these gifts will help the country create conducive conditions for lasting peace. Take a listen to this report. The president of Mali's transitional government, His Excellency Colonel Assimi Goïta, on Tuesday, August 9, 2022, chaired the official handover ceremony of a large batch of aircrafts and equipment for the Malian armed forces. The historic event was attended by the Prime Minister, the Ambassador of the Russian Federation, and the Air Force veterans. According to Malian authorities, the capabilities of the Air Force has just been reinforced thanks to the new acquisitions of L-39 and Sakua 25 type fighter planes, Mi-24P type attack helicopters, Mi-8, as well as a second Airbus Kaza 295 tactical airlifter. Through these new acquisitions, we are given a boost to the rise of our forces, rejoiced Colonel Sadio Camara, Minister of Defense and Veteran Affairs. According to him,
The objective of the authorities of the transition is to rebuild the Malian army to be more professional, well-equipped, well-trained, endowed with good morale, closer to the people from which it comes and dominating the space. The military officials specified that an army will reflect the warrior values of Mali before indicating that the ambition is to fight first to win the wars imposed on the Malian nation and then create the conditions for lasting peace. Brigadier General Ali Bur Diarra, Chief of Staff of the Air Force, on his part specified that this batch of equipment received from the Russian government does not have a prestige vocation like the fleet of the Air Force has sometimes been perceived for, adding that the ambition is to build an army of action, operations combat capable and decisive at the right time. Amid all these celebrations, it should be noted that these gifts come at a time when Mali is facing an insecurity crisis and Russia is making its presence felt on the African continent, especially in the West African nation, where France's and foreign presence as well as interference is gradually being eradicated. We stay in Mali now, where the country's military group has asked the departure of UN peace officials or troops from Mali by September 22nd. In recent months, tension between Mali and the UN have been rising as Malian authorities have demanded for non-interference of foreigners in the governance of the country. The details are with you, Mwanzi Joyogo. According to relatives of the victims, the two civilians are local officials. The Tessit sector, located on the Malian side of the tribe border area in a vast rural region not controlled by the state, is frequently the scene of clashes and attacks. Armed groups affiliated with Al-Qaeda under the umbrella of the Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans, GNIM in Arabic, are fighting the Islamic State. In the Greater Sahara Group, affiliated with the El Organization, the jihadists are seeking control of this strategic and gold-rich area. The Malian army, based in a military camp next to the town of Tessit, has also been attacked in this region. In this area, sometimes called the Malian Gouma, there are also peacekeepers from the UN mission in Mali, and until a few months ago, French soldiers from Operation Banken. As for civilians, as elsewhere in Mali, they are caught in the crossfire between these actors in the conflict and accused of being allied with one when they are not with the other. The area's inhabitants have fled in their thousands, notably to the nearby large town of Gao, some 150 kilometers away. The Tessit region, like a whole of the so-called three-border zone, is even more isolated during the rainy season when heavy rainfall prevents passage. Mali has been in turmoil since 2012. The jihadist spread, initially confined to the north of the country, has spread to central and southern Mali as well as to neighboring Burkina Faso and Niger. Thank you, Moni Manu, for that report. Just to recall that it has to do with the attack that took place in Tessit, where 4 soldiers and 2 civilians were killed there in the West African nation. Of course, we stay in the region, still in West Africa, but this time around with Nigeria, where suspected gunmen who killed dozens of worshippers during a church service in the southwestern part of the country in June have been arrested. They were caught on Tuesday, August 9, and according to Nigerian top military general Ilio Irabo, this comes 2 months after attacks which shocked many in the West African nation. The details are with you, Moni Manu. General Leo Irabo, Nigeria's chief of defense staff, said they have arrested those behind the act in Owo. Neither Irabo nor the police who confirms the arrest to the press provided further details into the development. The Nigerian general, however, said investigations are still ongoing and in due course the world will see them and others who are behind other daring attacks in the country. The gunmen stormed the St. Francis Catholic Church in Ondo State just as the worshippers gathered on Pentecost Sunday and killed at least 40 of them. The incident shocked many in Ondo, which is one of Nigeria's most peaceful states and had been largely spared by the violent attacks across the West African nation, particularly in the troubled north where Islamic extremist rebels of Boko Haram and other armed groups operate. The church attack in Owo had the imprints of the Islamic State of West African province, an offshoot of Boko Haram.
Security analysts have since last year warned that the Islamic rebels in Nigeria's north are now spreading to other parts of the country. Bishop Jude Arogundade of Ondo Catholic Diocese said residents in Ondo and the church in Nigeria were already getting frustrated that after 2 months people came to kill 40 people and they did not have any information about it. He also added that the Catholic Church has not been informed yet of the arrest and continues to wait to hear the motive because they are a peaceful organization. They don't get into politics or into controversial issues. Today, August 10, is Africa Decentralization and Local Development Day. Activities over the week were launched across the African continent in regards to this great celebration. Just how effective is decentralization in Africa? Takewana reports. According to the Cambridge Dictionary, the term decentralization is defined as moving control from a single place to several smaller ones. Africa has been striving to fully implement the true values of this political principle over the years, as Dere Kazen, Deputy Minister of Urban and Rural Development in Namibia, affirms. On this constitutional basis, that government enacted the Regional Councils Act 1992, Act 22 of 1992, and the Local Authorities Act 1992, Act 23 of 1992. These legislative initiatives provide a wide scope of functional responsibilities, powers and duties for subnational government, in this case, regional councils and local authorities, to enable them to plan and develop their localities and the country at large. Decentralization expert insists that for every nation to fully enjoy the effectiveness of this principle, accountability must be introduced and strictly followed. The question of corruption, there are allegations of corruption not across all county governments. We could see this in some of the projects we're implementing where allegations of corruption are being brought to the fore. But again, it is more of what kind of systems, checks and balances one needs to start developing to make sure that institutions like the Auditor General, the reports that they produce, really they are followed through in terms of audit recommendations. But yes, devolution or decentralization also presents a challenge of accountability that one has to grapple with, and the lesson in terms of how to develop institutions. And then the final one is that one needs to develop the evidence base in terms of the data. What we saw in Kenya really is that... Nonetheless, come August 10, 2022, African states shall celebrate the 11th edition of the African Day of Decentralization and Local Development under the theme Making Food Security a Key Priority for Development and Territorial Cooperation, which aims at recognizing the experiences of regional and local authorities in dealing with food security issues, which is a bone of contention the world and Africa in particular is battling with. But the event equally comes as a reminder to African heads of state to respect the African Charter on Values and Principles of Decentralization and Local Development of June 27, 2014. Away from decentralization, let's now talk U.S.-Africa relations, where the Biden administration has revealed its new strategy on the African continent. U.S. Secretary of State Antony Blinken, while in South Africa, said this policy has 4 main priorities. What are these priorities? Find out in this report. In what most analysts have termed a fresh and cold scramble for Africa, the Biden administration's top foreign policy official, Secretary of State Antony J. Blinken, has reviewed the United States' new strategy for the African continent. According to Antony Blinken, the strategy is a partnership with Sub-Saharan Africa, which is rooted in the recognition that the region is a major geopolitical force, one that shaped its past, is shaping its present, and will shape the future. These, he said in a speech in South Africa, adding that the policy had 4 priorities. Top of the agenda, the Secretary of State unveiled is to foster openness, that is the capacity of individuals, communities and nations to choose their own path and shape the world in which they live in, address global food insecurity, promote gender equity and equality, shape the rules of the world on vital issues like trade, cyber, emerging technologies, and above all confront
the threat of terrorism, conflict, and transnational crime. Also, to work with African partners to fulfill the promise of democracy. These at a time when many are questioning the credibility of democracy on the African continent. After Thomas Greenfield's trip, Blinken on behalf of his nation will work with Africa to recover from COVID-19 and lay the foundation for broad-based sustainable economic opportunity to improve the lives of our people, he stated. His visit will equally see the U.S. putting in measures in combating climate change by leading the transition to clean energy. Nonetheless, Blinken has declined allegations that purpose of his visit is to counter Russia's influence in Africa. However, South Africa's Foreign Minister Naledi Pandor unnamed European countries and the U.S. Congress for what she called their patronizing and bullying attitude to the continent. Ladies and gentlemen, that will be it for the second segment of this midday bilingual newscast over 4U Television with me, Jinx Nabisi. Et bien sûr, avec moi également, Inès Bala. Ici s'achève dans ce bulletin d'information. Restez en compagnie de nos programmes.